Donc, Patrick Ernst est docteur en sociologie. Il a fait sa thèse de doctorat sous la direction de Michel Freytag et il enseigne la sociologie à la Haute École de travail social de Genève. Il a collaboré avec Michel Freytag à la publication chez Éco-Société, excusez. Il a collaboré avec Michel Freytag à la publication chez Éco-Société de l'impasse de la globalisation. Ce livre est issu des entretiens qu'il a réalisés avec Freytag sur l'histoire sociologique et philosophique du capitalisme. Patrick Ernst a aussi réalisé pour la radio suisse romande une série d'entretiens avec Freytag et a donné une conférence sur la sociologie dialectique de Freytag au congrès de l'AISLF à Rabat, au Maroc, en 2012. Le temps est venu de céder la parole à Patrick Ernst. Merci. Bonjour. Alors, je ne sais pas si je dois rapprocher le micro pour que ça aille mieux. Encore plus? Là, ça va? Bon, d'accord. Écoutez, pour moi, c'est un immense plaisir de me retrouver ici à Montréal. Je remercie les organisateurs de ce colloque de me faire l'amitié de cette invitation et puis surtout de profiter de cette audience à la présentation de la réflexion de Michel Freytag. Je précise aussi que j'ai été étudiant en doctorat avec Michel Freytag, mais je n'ai pas terminé ma thèse de doctorat. Et puis autrement, je suis plus souvent travailleur social que sociologue. Donc voilà, la lecture de Michel reste pour moi toujours une source d'inspiration, une source de respiration aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le thème qui était au programme annoncé pour samedi, la critique sociale après l'aporie de la modernité. Alors j'ai mis en exergue de mon texte une petite citation que j'ai un peu changée de Michel Freytag. Il écrit « Le procès de réduction ontologique propre à l'Occident n'est pas le résultat d'un excès de l'esprit critique, mais plutôt de sa défection. » Alors c'est un sujet qui va revenir dans ma présentation. Une question, en fait, n'a cessé d'enrager Michel Freytag. Durant toute sa vie, une question qui le laissait aussi muet face à l'ampleur du détour qu'il fallait opérer par la modernité et toutes ses apories pour en accuser, enfin une esquisse. Cette question, c'est comment concilier aujourd'hui un principe d'espérance avec la recherche d'une solution à tous les problèmes les plus urgents de notre temps. La réponse qu'il a finalement esquissée n'a pas d'égal par la portée vertigineuse de sa critique du libéralisme et tout le processus de dérive des idéaux de la modernité auxquels nous avons abouti aujourd'hui. Mais à côté de cette magistrale critique du libéralisme dans l'abîme de la liberté, Michel Freytag fréquentait autrement cette espérance. Michel Freytag aimait également se promener dans la forêt ou se baigner dans les rivières pour entrer en communion avec la totalité du monde, loin de la dynamique dominante de la modernité, et éprouver en fait par cette action quelque chose de plus authentique au réveil de cette espérance. En fait, c'était sa façon à lui de fréquenter le monde dans le silence de la contemplation, en imaginant alors toutes les expériences sociales qu'avait pu inspirer à tous les peuples du monde depuis si longtemps la beauté du monde, et qu'abrite encore, en fait, notre propre histoire et toutes les réalisations humaines des œuvres de civilisation qui traversent en fait toute l'histoire de la modernité. Mais là encore, Freytag était en fait intarissable et ne cessait de voir dans les sociétés qui ont précédé la modernité un possible ancrage
à l'adoption d'une autre conception de la vie humaine que celle qui a fini par prévaloir à travers les 5 ou 6 siècles de modernité issus de l'Occident. Il y voyait, rétrospectivement, l'expérience d'une production sociale qui n'était pas incompatible avec, je le cite, la réalisation de la liberté promise comme un épanouissement authentique de la personne humaine. Cela lui apparaissait d'autant plus vrai et évident que la critique individuelle sur laquelle s'est construit et se construit encore aujourd'hui la modernité n'est pas parvenue à tout le moins, je le cite, à transcender substantiellement et donc existentiellement la sagesse des primitifs, ni la richesse des traditions qu'elles abritent et qu'elles abritaient, et dont les bases sociales ont en commun de définir et de construire autrement l'idée même de la vie humaine, de la bonne vie et finalement de l'espérance, qui peut encore leur être attachée, et qui peut aussi nous réveiller en nous le goût de l'avenir. Il était particulièrement sensible à toutes ces expériences passées, mais aussi, bien entendu, à celles nombreuses aujourd'hui qui expérimentent dans la marge une autre manière de vivre la sobriété heureuse ou de rechercher une forme d'autarcie à laquelle il s'attache énormément dans son livre « L'abîme de la liberté ». C'est cela, il me semble, que la pensée critique peut éventuellement favoriser à redécouvrir en rouvrant le chemin de l'avenir, dont le point critique de focal ne serait pas la recherche d'une émancipation par rapport aux formes du passé et du présent, mais simplement une recréation réfléchie et critique des formes sociales qui appartiennent aux conditions existentielles d'être un être humain complet dans la vie. Et ceci, bien entendu, pour Michel Freytag, c'était aussi important, tout en laissant si possible le monde tel qu'il est, en lui-même et pour lui-même. Néanmoins, Michel Freytag insiste en conclusion de son Abîme de la liberté, et il dit « La pensée critique ne peut à elle seule en tracer la direction, ni en déterminer le cours. Elle peut tout au plus en indiquer l'alternative et la promouvoir. » Alors le constat qui s'impose aujourd'hui, c'est que tout au long de son extraordinaire performance mondiale, l'histoire de l'Occident s'est finalement libérée de ce qui fut au cœur des révolutions modernes, des révolutions morales, politiques, économiques, scientifiques, techniques et culturelles. Et la dynamisation infinie, solidaire et cohérente de toutes ces dimensions constitutives de la modernité, dopée à la liberté, amplifie encore plus l'aporie originale de la liberté moderne, à savoir le projet idéologique fondateur d'un affranchissement des individus à l'égard de leur inscription ontologique dans la société et dans le monde, avec toutes les contraintes, obligations, limitations, solidarités que cela comporte existentiellement pour faire société. L'idéal de liberté, qui a alors animé de manière décisive l'orientation de l'action collective de la modernité pendant des siècles, s'est alors réalisé, mais d'un seul côté. Il s'est réalisé dans une extériorisation pratique de la liberté métaphysique et abstraite des sujets, puis dans sa consolidation dans des procès sans sujet ni fin. Au point que ce qui a existé pendant des siècles à l'abri du fantasme de toute puissance se réalise aujourd'hui sous nos yeux à travers ce que Michel Freytag appelle une nouvelle ère ontologique radicale, dominée par une hubris non plus locale et délimitée, et donc subjectivement assignable, mais objectivement généralisée. Nous entrons inéluctablement dans une nouvelle ère ontologique mondiale, dominée par la globalisation et la croissance du capital, par l'hubris du capital, dont l'extension de la démesure à l'échelle de la planète est maintenant devenue un fait irréversible à bien des égards. Rien n'échappe plus à la mainmise systématique de sa suprématie planétaire et sociale, et son extension sans précédent historique a ceci d'étonnant qu'elle s'appuie sur la défense idéologique implicite
qu'un monde uni, ouvert, vaut mieux qu'un monde découpé en parties qui s'ignore. Alors, plus aucun espace de vie particulier sur Terre n'échappe à la loi du capitalisme financier, dont la caractéristique principale est d'accroître indéfiniment partout la production et la consommation comme finalité ultime de la vie. La puissance organisée du capitalisme est telle qu'il est vain, pour le moment, de formuler un réaménagement post-capitaliste du monde. Non seulement, écrit Michel Freytag, parce que toutes les sociétés sont désormais mises très activement en concurrence les unes avec les autres, selon un processus de démocratisation du pouvoir qui ne fait qu'accélérer les choses, mais surtout aussi parce que les individus, ou pour les individus, la capacité de se brancher directement aujourd'hui sur le système globalisé prend valeur encore de libération vis-à-vis de toute obligation de partage, et en particulier vis-à-vis d'un partage de la responsabilité à l'égard des contraintes de la vie commune telles qu'elles se posent désormais au niveau mondial. Même la référence justificative qui est encore faite actuellement au concept classique de l'individualité et de la liberté n'a plus guère pour Michel Freytag non plus pour Michel Freytag de rapport avec les formes contemporaines du pouvoir, de la domination, de la discrimination et même de l'aliénation. Ni non plus d'ailleurs avec les politiques de la mondialisation qui prétendent encore systématiquement les servir, et encore moins finalement avec l'autonomie effective des individus. Aujourd'hui, les seuls vrais bénéficiaires de la revendication de la liberté et des droits ne sont plus des personnes humaines, écrit Michel Freytag, mais les puissances impersonnelles des organisations et des systèmes, ainsi que toutes les puissances impersonnelles des technologies qui déjà dominent ceux qui les servent, lesquels ne savent plus non plus ce que sont le monde, la réalité, l'humanité, ni non plus d'ailleurs ce qu'ils sont eux-mêmes, ni ce qu'ils font. Aussi, il importe, selon Michel Freytag, de comprendre qu'en poursuivant le projet de la modernité au nom de la défense d'une liberté, on ne sait plus définir ni les sujets, ni la nature, ni les limites, ni la signification sociale et existentielle, et qu'à la place d'une société qui prétend encore définir les formes sociales dans lesquelles l'être humain vit, les sociétés politiques issues des idéaux de la modernité sont au contraire réduites à l'impuissance et virtuellement condamnées à la dissolution, tournées en dérision. C'est pourquoi, pour Michel Freytag, si l'on en juge par les atteintes portées aujourd'hui au monde de la vie, ainsi que par l'appauvrissement de leur univers culturel, ou encore par l'approfondissement dramatique des inégalités de plus en plus inavouables qui déchirent la communauté de destin humain au niveau mondial, on doit voir là une exigence incontournable de réorganisation radicale des rapports entre les hommes et entre les sociétés au niveau planétaire, et donc aussi un appel urgent à la révision des valeurs, des principes et des idéaux modernes qui ont animé le mouvement de l'histoire et son unification depuis plusieurs siècles. Global, total de l'économie, la critique alors ne tarit pas aujourd'hui à la recherche d'une réorganisation possible des rapports sociaux entre les hommes et les sociétés. Pourtant, il y a chez Michel Freytag, par rapport à cette recherche sociopolitique de réorganisation sociale des rapports entre les hommes et les sociétés, une critique encore plus audacieuse de l'aliénation que celle de la domination. En effet, la conception de Michel Freytag d'une réification contemporaine de la liberté entre certes en consonance avec celle qui a été développée par la critique de l'école de Francfort, mais elle s'en distingue néanmoins sur un point essentiel qu'il est important de souligner, étant donné que c'est à la charnière de ce point particulier de la réification que se distingue le mieux la pertinence de la critique freytagienne à l'exposé de sa conception sociale de la liberté, qui se fonde bien sûr sur la place centrale qu'occupe le symbolique dans notre participation à la vie sociale. Alors, cette conception freytagienne s'en distingue fondamentalement dans le fait que Freytag refuse, je le cite,
d'appliquer directement et de manière toute générale les concepts de réification et d'aliénation au champ entier des médiations institutionnelles. Contrairement à Adorno et Horkheimer, la dialectique de l'émancipation n'est pas centrée chez lui sur l'individu, mais sur les médiations objectives ou objectivées qui régissent l'ensemble des rapports au monde, à soi et à autrui. Et c'est à partir de ces médiations seulement qu'il envisage une forme d'émancipation. Non pas une émancipation fondée sur l'idée d'une émancipation à l'égard de tout ce qui contraindrait socialement la liberté, mais une émancipation qui appartient socialement à son milieu, à ce qui contraint socialement un individu à être un être humain complet dans la vie, c'est-à-dire par son enracinement dans un monde naturel et une culture particulière, par son appartenance nationale, son inscription dans un monde objectif, ses liens de filiation, son incorporation spécifique dans des rapports de classe, son éducation, etc. Toutes ces médiations culturelles et institutionnelles sont non seulement pour Michel Freytag constitutives du mode d'existence, des normes et de l'identité collective, à la fois dans les sociétés traditionnelles et modernes, mais bien sûr participent encore aujourd'hui à la création ou à la formation de la personne en tant que telle. Ça, c'est le niveau sociopolitique et ontologique de son approche critique. Et puis, bien sûr, elle se détache encore une fois du point de vue critique d'Adorno et Horkheimer sur le processus historique par lequel les Lumières, celles de la raison et tout le processus de civilisation moderne se sont peu à peu transformés en leur contraire, à savoir la barbarie. Pour Freytag, il n'y a toujours qu'un seul lieu ontologique de réalisation de l'être même de l'existence humaine, dans le sens où l'essence même de l'homme ne peut se réaliser que dans et à travers une socialité. Et c'est à partir d'un lieu excusez-moi. C'est à partir d'un lieu qui n'est autre que celui de la société en général, comme en témoignent bien sûr toutes les déclinaisons sociales et historiques particulières dont le travail de la liberté historique a abouti, après un procès civilisationnel extrêmement complexe, diversifié, controversé et ambigu. Et c'est à partir de là seulement, et plus précisément des fondements anthropologiques et ontologiques les plus généraux, que Michel Freytag situe sa critique du libéralisme pour en imaginer d'autres formes de vie. Surtout maintenant que la liberté individuelle se trouve réifiée, à la fois dans une économie crématistique généralisée et dans la libération de toutes les puissances technologiques qui dominent la société aujourd'hui, où la vie sociale ne s'y réalise en définitive qu'à travers les puissances objectivées de façon impersonnelle, et ceci en dehors de la poursuite de toute finalité humaine raisonnée. Pour aborder de front toutes ces questions, il est décisif pour Michel Freytag de ne pas partir de l'autonomie du sujet. Entre parenthèses, une autonomie qui ne peut être absolue que dans l'abstraction des conditions du monde social, historique et naturel dans lequel il vit et hors duquel il ne saurait vivre ni exister, tout simplement. Et donc de partir plutôt des obligations ontologiques qui pèsent sur l'individu en raison de son inscription dans la société, l'histoire et le monde. Pour Michel Freytag, c'est seulement à l'intérieur de ces conditions que se réalise la liberté, mais c'est aussi une liberté qui est relative. Et elle est relative par rapport au mode de constitution anthropologique et ontologique proprement spécifique à l'expérience humaine, qui nécessite de se donner une représentation de la réalité pour avoir prise sur elle. Et donc, elle est relative, cette liberté, dans le sens où toute identité humaine, pour se donner une consistance propre,
à elle-même, se décline nécessairement sous la forme d'une représentation symbolique. C'est-à-dire qu'elle fait intervenir la référence immanente à une idéalité. Et c'est justement et précisément cette dimension contrafactuelle de la représentation nécessaire à toute expérience sociale qu'il s'agit pour la critique de reconnaître. Puisque c'est seulement à partir de la reconnaissance de la réalité de ces structures anthropologiques et ontologiques propres à l'être humain et à toute la vie sociale qui l'anime en permanence, que l'on peut ensuite envisager de les changer, de les enrichir, de les refinaliser, ou tout simplement les remettre en question, les questionner à nouveau sur leur vraie finalité. C'est d'ailleurs grâce à cette ressaisie historique des représentations, ressaisie historique et rétrospective d'un ordre normatif supérieur, coordonnant et régissant toutes les dimensions immanentes de la vie sociale, qu'il est possible de thématiser l'aliénation et d'en faire justement la critique en tant qu'idéalité régulatrice de la réalité sociale et de tout ce qui en subit les atteintes les plus profondes à un dessein humain de liberté. C'est pourquoi la reconnaissance, ou cette reconnaissance de la part relative de la liberté doit nous conduire, je cite, à renverser complètement l'approche libérale des droits de l'homme, purement subjectif, ainsi qu'à reconcevoir la liberté en dehors du privilège ontologique métaphysique qui a été conféré à la volonté. La volonté en tant qu'être libre, être créateur. Parce qu'il y a aussi, pour Michel Freytag, évidemment, d'autres dimensions essentielles de l'être humain, notamment celle de la participation symbolique, de la solidarité et de l'ouverture à l'expérience esthétique. Pour les apprécier en fait à leur juste valeur, Michel Freytag propose par conséquent une autre attitude critique, et c'est sans doute celle qu'il aimait apprécier quand il allait se promener dans la forêt ou se baigner dans les rivières. Et il nous suggère en fait le non-vouloir et l'effacement de soi comme une modalité de la liberté existentielle, une modalité qui, selon lui, je le cite, est beaucoup plus réelle et riche, puisqu'elle laisse ouverte virtuellement la communion avec la totalité du réel, de l'existant avec lequel nous partageons, je le cite, une co-essentialité absolument originelle et fondamentale. En d'autres termes, pour Michel, ce non-vouloir nous donne accès au divin, entre guillemets, à la plénitude de l'expérience de ce qui existe, entre guillemets, dans toute parcelle du ceci et du cela que nous percevons à travers notre action dans le monde, et qui nous est donné de fréquenter de manière contemplative, c'est-à-dire en laissant être, je le cite, ce tel qu'il est en lui-même et pour lui-même. Alors cela, pour Michel Freytag, est loin de la dynamique dominante de l'Occident, mais non des expériences qu'elle a abritées et partiellement rendues possibles. Aussi, s'il y a aujourd'hui une manière critique d'enrichir l'expérience immédiate que nous avons du réel, c'est peut-être en allant repêcher dans la richesse des formes symboliques antérieures à notre présent d'autres finalités de l'expérience sociale qui nous permettraient justement de dépasser la dynamique absurde de développement dans laquelle nous nous sommes engagés à travers un mode de vie moderne et hyper-moderne dont la principale légitimation a été et reste, au niveau verbal, la promotion de la liberté en parallèle avec la fétichisation du progrès technologique, dans lequel, d'ailleurs, c'est justement notre volonté qui s'est objectivée de manière qu'on peut juger maintenant délirante, écrit Michel Freytag. Pour dépasser ce stade suprême d'aliénation par rapport à soi, à autrui et au monde, il s'agit non seulement pour la pensée critique de réouvrir le débat qui pendant des siècles avait opposé en Occident la modernité à la tradition, mais aussi réouvrir les portes que l'Occident a verrouillées
derrière lui en imposant son histoire universelle à sens unique, c'est-à-dire revenir en arrière en rendant l'histoire réversible justement pour sauver l'histoire, pour que se rejoue l'histoire dans ce qu'il y avait d'universellement valable dans l'apport de l'Occident, mais aussi très certainement de plus subversif à l'ordre libéral qui domine aujourd'hui la société. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes. 5 minutes. C'est bon 5 minutes, hein? Parmi les expériences sociales que l'Occident a abritées et pourrait mobiliser aujourd'hui à une refondation sociale et politique qui soit en phase avec une nouvelle prise de responsabilité à l'égard de la société contemporaine et de ses enjeux, Freytag ne cesse de renvoyer sa critique du libéralisme à la praxis innovatrice et créatrice des individus, en se référant à Hegel plutôt qu'à Kant, à cette subjectivité dont il dit qu'elle est incarnation et expression d'une liberté subjective qui s'est elle-même réflexivement construite dans l'histoire de manière ontogénétique. En prenant corps d'abord dans la confrontation à la réalité, pour se fixer ensuite dans une disposition d'ouverture au monde où, contrairement au règne animal, elle n'a cessé de s'élever et de sublimer son ordre normatif dans la création et le déploiement de l'ordre symbolique. Alors, on ne peut nier la praxis innovatrice et créatrice dans la jeunesse de la liberté et de sa reconnaissance à travers l'histoire de la civilisation et tout le processus de reproduction et de structuration des sociétés des Grecs à l'État républicain en passant par la Renaissance. Et le nier serait, pour Michel Freytag, la rapporter à une puissance d'origine divine ou à un principe immuable, niant l'existence même de la conscience. C'est donc toujours, encore une fois, dans la particularité des formes sociales que naît une certaine forme d'ouverture de la conscience à elle-même, mais non pas orientée uniquement par le souci de son propre épanouissement et son propre bien-être personnel, mais vers une ouverture qui reste un enrichissement d'ordre spirituel, c'est-à-dire une émancipation du sujet en tant qu'émancipation de sa conscience comme conscience réflexive, comme conscience critique, une conscience critique qui opère non plus sur le mode négatif d'un abandon des conditions et des contraintes sociales, mais sur le mode positif d'un accès à un champ de vision plus large qui comporte essentiellement, bien sûr, un apprentissage, une formation à l'acquisition d'une capacité de traduction, d'interprétation, de compréhension qui est virtuellement infinie. Donc pour Freytag, toute avancée du moment critique de mode négatif, je le cite, exige la production d'une synthèse d'ordre supérieur dans laquelle ne se réalise pas une révocation de tout ancrage particulier, mais une départicularisation de l'ancrage par l'effet de son élargissement comparatif. Telle est la première vocation de la liberté dans le monde, comme le révèle fondamentalement pour Freytag le sens du projet humaniste. Évidemment, une vocation dont l'exercice n'est pas d'ordre spéculatif seulement, mais aussi d'ordre pratique ou praxis, à travers la réalisation objective de toutes les œuvres de civilisation. Et c'est donc dans l'affirmation consciente de la possibilité et de l'exigence d'un tel élargissement que l'Occident moderne a peut-être développé une attitude dont la portée anthropologique est virtuellement universelle et qui représente en fait sa contribution positive, la plus spécifique et la plus valable de l'histoire de l'humanité. Or, encore une fois, comme le précise Michel Freytag, toute l'idéologie fondatrice de la modernité et de son extraordinaire performance mondiale a comporté trois pôles. Le pôle individualiste, le moment individualiste, le moment républicain et le moment humaniste. Évidemment, seul l'un d'entre eux, représenté par l'idéologie libérale, l'a finalement emporté sur les deux autres. Et précisément en se réifiant, ce qui veut dire pour lui, au sens propre, en se déshumanisant
et en se désocialisant sous la prétention d'être immédiatement naturel. Cette idéologie libérale a alors eu une portée ontologique toute négative, en s'emparant du réel, d'une part d'un côté au niveau sociétal, dans sa conversion en une réalité antinaturelle et artificielle, celle du capitalisme systémique et de ses lois, et d'autre part au niveau individuel, dans le détachement du sujet et de sa pratique de toute adhésion ontologique au monde social et naturel et de sa gravité. De cette réification libérale, je cite, « L'action humaine s'est ainsi spécifiquement autonomisée, d'une part, à l'égard de la normativité, et d'autre part, du sentiment esthétique, qui étaient tous deux, en fait, au cœur de la reproduction de la société pour Michel Freytag et de ses rapports avec le monde. C'est l'équivalent concret, d'un côté, de la mort de Dieu et de l'autre, de la mort du sujet, c'est-à-dire le passage manqué de la foi théologique à la raison critique. La déroute de la pensée critique découle de cet attachement à une ontologie substantialiste, dualiste, qui résultait finalement d'une théologie devenue fantôme. Et cet attachement binaire des sciences sociales a servi d'oreiller de paresse pour Michel Freytag, et leur asservissement opportuniste, consenti à la réalité dominante du capitalisme triomphant, a complété en fait l'endormissement de l'esprit critique, c'est-à-dire l'abandon de la critique par les intellectuels et la gauche, dont elles prétendaient être les héritières. Alors, ce que le passage humanisant de la liberté en tant que conscience critique a donc manqué, c'est le passage de la foi en Dieu à une reconnaissance effective de la vérité anthropologique, de l'inscription de la vie humaine et sociale dans un rapport constitutif de la transcendance du réel, dont l'image de Dieu n'était qu'une projection, parmi d'autres. Ce qu'il s'agit alors aujourd'hui d'admettre pour la pensée critique, c'est premièrement de considérer la société comme une condition a priori de la vie humaine, où contrairement au modèle idéal typique de Weber, la société fait elle-même la même chose, en se donnant une certaine consistance face à elle-même par rapport à la réalité, à travers la vie religieuse, morale, économique, politique et esthétique. Et ceci, bien sûr, à l'encontre de l'idée d'une société résultant uniquement de l'interaction empirique entre les individus. Puis, deuxièmement, ce qu'il s'agit pour la pensée critique d'admettre, c'est de voir dans cette vérité anthropologique de la vie sociale que chaque forme d'être collectif au monde poursuit toujours la réalisation d'une idéalité propre et que chaque moment constitutif de cette inscription sociale concrète de l'être humain dans un monde est certes le lieu de l'injustice, mais aussi possiblement celui de la réalisation de la justice, certes le lieu de l'inégalité, mais aussi possiblement celui de l'égalité, et certes finalement le lieu de la domination, mais aussi possiblement celui de la réalisation de la liberté. Bon, en conclusion, il n'aura pas été vain d'inspirer à l'action un effacement de soi, si cette entreprise parvient finalement à lester notre présence au monde d'autre chose que l'idée d'une transformation continuelle du monde, qui serait fondée sur l'émancipation individuelle, bien entendu, et qu'au lieu d'une action de transformation, elle nous inspire plutôt l'ouverture à la réception d'un héritage commun qu'il s'agit peut-être aujourd'hui d'augmenter, d'élargir, d'affiner, de cultiver, de transmettre autour de nous, mais aussi d'intérioriser ou de réintérioriser comme une façon nouvelle de nourrir un amour du monde. Autrement dit, d'avoir un monde cette fois-ci, habité par autre chose que nous-mêmes, par autre chose que notre subjectivité, par autre chose, c'est-à-dire par une intériorité qui maintiendrait l'esprit en éveil et dont la beauté des réalisations humaines que nous saurons y reconnaître imposera peut-être en nous l'exigence ou l'obligation de son respect, à moins que ce soit celui de notre admiration. Alors, juste encore un dernier mot. C'est là, mon dernier mot, c'est là ma manière
à moi de répondre à la question que pose Freytag en ouverture de l'abîme de la liberté, à savoir comment, je le cite, pouvons-nous encore être véritablement des êtres humains dans notre participation quotidienne à la vie sociale telle qu'elle s'impose à nous d'une manière de plus en plus globale. Une autre manière de dire qu'il ne s'agit pas de transformer le monde, comme disait Marx, mais de rétablir la réalité du monde dans sa réalité, comme un seul horizon véridique et authentique, c'est-à-dire ontologiquement juste, c'est-à-dire une manière peut-être aussi de dire que l'histoire de la civilisation occidentale pourrait alors commencer peut-être l'histoire par le bon côté plutôt que par le mauvais côté, comme disaient Marx et Hegel. Voilà. Merci.